Docteur Francis Ndé, les, euh, les vaccins. Qui dit vaccination dit aussi pharmacovigilance. C'est-à-dire, le vaccin, après tout, c'est un produit qu'on inocule, qui peut avoir donc des effets secondaires. Donc je sais que dans votre longue expérience, il y a eu donc cette approche-là de la vaccination et la pharmacovigilance. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose par rapport au vaccin qu'on a? Quel est donc le processus qu'on devrait avoir? Je sais que vous avez fait il n'y a pas très longtemps une, une très belle étude qui a mis en évidence la comparaison entre les effets secondaires qu'on pouvait avoir donc de certains médicaments et ce qui était rapporté au niveau donc des administrations et ce qui était rapporté au niveau de l'autorité sanitaire elle-même. Est-ce que vous pouvez en dire quelque chose, docteur Ndé? Oui, vous mettez vous mettez le doigt sur quelque chose, sur un point très important dans le processus médicamenteux en général, y compris les vaccins, c'est que la faiblesse du système de pharmacovigilance, et ce n'est pas le propre du Cameroun, certainement pas, parce que partout c'est le même problème, c'est cette faiblesse qui prête la main aux mauvaises, ou plutôt aux personnes qui exagèrent dans les dangers des médicaments ou des vaccins. Je m'explique. Il n'y a pas de médicaments sans danger, il n'y a pas de vaccin sans danger, il y a des effets secondaires de tout. Par contre, depuis l'OMS, il y a tout un système de surveillance des médicaments et des vaccins et de tous les produits, hein. Il y a la pharmacovigilance, il y a aussi la vigilance de tout, en tout cas, même des produits d'opération pour lesquels on fait des transplantations. Il y a une vigilance qui est instituée sur le plan mondial pour montrer ou bien pour mettre en lumière tous les effets secondaires potentiels qui contraste évidemment avec le bénéfice qu'on a du produit. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a des effets secondaires qu'il faut nécessairement rejeter le produit, parce que si on gagne, malgré les quelques effets secondaires qu'on peut avoir, il vaut mieux peut-être bénéficier de ce qu'on gagne et outrepasser les effets secondaires dans certains cas. Maintenant, cette pharmacovigilance dont vous faites allusion, toutes les firmes pharmaceutiques ont un département de pharmacovigilance. Mais tous les États aussi, tous les États, normalement, ont un système, dans leur système de santé publique, ont un département de pharmacovigilance. Et comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, le pédiatre, il a un très bon concept de dire santé par tous. La pharmacovigilance n'est pas que l'affaire du ministère de la Santé ou des firmes pharmaceutiques ou de l'Organisation mondiale de la santé, mais c'est l'affaire de tout le monde, parce que si, lorsque moi je fais une prescription ou lorsque j'utilise un vaccin, un enfant développe un effet secondaire, vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Si quelqu'un développe un effet secondaire et que cela n'est pas rapporté, je ne le saurai pas et personne ne le saura. Il faut rapporter les effets secondaires sans tremper dans la paranoïa ou bien dans la psychose. Il faut juste dire, voilà, on a vacciné l'enfant, il a fait une fièvre, il a fait des convulsions, ça peut arriver. Mais ce n'est pas parce que ça arrive, on va dire, une fois sur 3 millions qu'on va en faire un problème. Le problème vient du fait que, au lieu de rapporter au système pour que ça remonte au niveau de la firme pharmaceutique qui produit le médicament ou le vaccin, pour qu'on le mette ensuite dans la notice. Et pour que par la suite aussi, lorsqu'on déploie les programmes de vaccination, on informe les parents en disant, attention, l'enfant peut faire la fièvre. Si tout ça n'est pas suivi, il y a un flou qui fait que quand ça arrive, on en fait un gros souci. Donc, il faut informer les gens. Et dans cette chaîne-là, effectivement, la pharmacovigilance devrait veiller aussi à ce que il n'est pas des effets cachés. Edouard a parlé tout à l'heure de retour sur investissement, c'est quelque chose de fondamental. Il faut savoir que pour produire un médicament, on peut prendre une dizaine ou une douzaine d'années, mais on n'a que très peu de temps d'exploitation de la licence. Après, ça devient générique, tout le monde peut le produire. Pour les vaccins, les délais sont différents, mais le même phénomène se produit. Donc, tous les efforts qui ont été mis pour produire le vaccin, on peut s'attendre à ce que s'il y a certains effets qui pourraient être graves, on peut malheureusement s'attendre à ce que certains effets qui pourraient faire perdre, retirer par exemple le vaccin éventuellement, soient noyés dans ce système d'information. Je ne dis pas que c'est le cas, je dis juste qu'on peut s'imaginer cela. Et donc, il faudrait que dans ce processus de rapport d'information des effets secondaires, qu'il n'y ait pas de fuite, de perte d'informations et qu'on se retrouve devant des grands scandales. C'est ça qui fait tuer
certains vaccins qui pourraient être très utiles, mais pour lesquels la communication dans la population va négativement et on dit on ne veut pas de ce vaccin parce que c'est pour nous stériliser, etc. Si les informations sont transparentes, on va se rendre compte qu'on peut s'attendre à certains effets et donc on fait le choix. C'est vraiment un bête choix. Si je vous dis que la chloroquine, nous avons tous pris la chloroquine pour la plupart, moi je suis un peu vieux, mais la nivaquine à l'époque qui créait des démangeaisons, mais sévères. On pouvait faire le choix et se dire, bon, cette nivaquine va me créer des démangeaisons, mais je vais guérir de mon paludisme. Ou alors se dit, moi je ne prends pas la nivaquine parce que ça va me démanger. Et est-ce que quelqu'un peut faire le choix de mourir du paludisme parce qu'il fuit les démangeaisons? Donc, c'est une question de choix par rapport aux effets secondaires. Si on est transparent dans ce qu'on a comme effet secondaire, les gens sont plus éveillés et ce n'est pas le journaliste qui va faire le buzz avec l'information parce qu'il faut savoir qu'une mauvaise information est très difficile il est difficile de retirer une information de l'esprit des gens. Donc, ici, on a parlé on connaît bien l'histoire avec l'hépatite B et la sclérose en plaques. Ça part d'une bête histoire de quelqu'un qui développe un symptôme après avoir reçu un vaccin. Mais il faut savoir que dans la pharmacovigilance, au niveau des départements, dans les firmes pharmaceutiques, il y a tout un département composé de médecins qui analysent la situation de tout ce qui est rapporté. Donc, une association ne signifie pas une causalité. Donc, ce n'est pas parce que j'ai fait la sclérose en plaques le lendemain de mon vaccin d'hépatite que c'est causé par le vaccin, vous comprenez? Donc, il y a toute une analyse qui est faite. On essaie de voir, dans l'analyse du dossier, on essaie de voir qu'est-ce qui a été pris d'autre. Peut-être la personne a eu aussi autre chose, mais qui n'a pas été rapporté. Mais comme on est au courant uniquement le vaccin, on se dit que c'est ça. Donc, nous, on analysait toutes ces informations. On faisait parfois un feedback. On demandait plus d'informations pour faire une meilleure analyse. Et éventuellement, on peut lier le problème à la cause et non pas juste l'association et faire une conclusion. Vous voyez? Et ça, c'est le département de pharmacovigilance. Tant qu'il est faible, ça prête la main, ça prête le flanc à des gens qui peuvent misuse, comme on dit en anglais, mauvaise utilisation de l'information et ça fait vraiment par exemple, tous les vaccins ne sont pas indispensables. Vous voyez? Donc, moi, je ne vois pas pourquoi on donnerait, par exemple, à quelqu'un qui n'est pas exposé. Moi, je parle ici du milieu professionnel. Si vous êtes un travailleur de bureau, il n'y a pas de raison que sur le plan professionnel, on vous donne le vaccin contre le tétanos parce que vous n'êtes pas exposé, vous n'êtes pas un jardinier, vous n'êtes pas... Donc, on peut comprendre aussi. Donc, à côté de la pharmacovigilance, il y a les indications des vaccins. Il faut aussi bien être clair pour ne pas faire de cela un business et vacciner tout le monde avec n'importe quoi. Si on ciblait peut-être les vaccinations avec les vraies orientations, les vraies indications, ça ferait plus d'impact que si on... Donc, il y a beaucoup d'éléments qui font en sorte qu'il y a le rejet de vaccins, etc. Et la pharmacovigilance, de toutes les façons, ça fait partie d'un des éléments fondamentaux. Vous avez fait allusion à l'étude que j'ai menée au Cameroun il y a quelques années sur la pharmacovigilance. On s'est rendu compte, même les médecins n'étaient même pas au courant qu'ils devaient rapporter les effets secondaires. C'est grave, ça. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque part un problème de communication et ce n'est pas la faute des médecins. C'est que dans le cursus déjà de la médecine, il faut qu'on sache que ça existe. Ça, il y a beaucoup de choses que nous découvrons sur le terrain. Il faut peut-être qu'on introduise ce concept. Vous voyez? Oui, je donnerai la parole donc tout à l'heure au docteur Dikessi qui nous parlera un petit peu en termes de pharmacovigilance, ou bien donc de surveillance donc des vaccins, ce qui se passe donc sur le terrain. Mais je reviens donc de nouveau donc vers Edouard. Malheureusement, lui qui est dans l'industrie, donc il va en prendre beaucoup aujourd'hui. Là. Et donc du coup, on est de nouveau dans l'appât du gain. Est-ce que au sein des industries qui font ces vaccins-là, est-ce qu'il y a des départements qui travaillent, est-ce qu'ils sont capables d'être suffisamment indépendants pour rapporter que un vaccin a tel effet et qu'en principe, peut-être qu'on ne devrait pas le donner, on devrait continuer les études. Je pense que l'information n'est pas très très claire pour le grand public. Edouard, est-ce que tu peux dire quelque chose dessus?
Oui, merci Jean-Louis. Juste pour rappeler que j'ai aussi ma casquette santé publique, hein, avec laquelle j'interviens sur ce débat fortement santé publique. Et sur cette casquette-là, si tu permets, juste pour aborder avec Francis, oui, la pharmacovigilance, la vaccinovigilance est quelque chose de fondamental et de continu. Cela doit être mis en place en continu par ceux qui délivrent les vaccins, c'est-à-dire les programmes directement au niveau population, et leur organisation et leur performance est fondamentale à ce niveau-là. Je ne sais pas si notre confrère du PEV nous dira, mais à mon avis, aujourd'hui, sur les rapports dont j'ai connaissance, on a moins de 30, voire moins de 30% des districts de santé qui rapportent des MAPI, alors qu'on en attend 80%. Ça veut dire que les gens ne rapportent pas les manifestations. Quelquefois, ce sont des choses banales, pour vous dire qu'il y a plus de choses banales du type de la petite rougeur, de la petite inflammation, de la petite douleur, que des choses très graves. Mais ça, c'est quelque chose qu'il faut faire. Et il y a une formation conséquente qui est indispensable pour cela. Et juste, Francis, sur le côté ciblage et indication, oui, en effet, les ciblages existent. En dehors des programmes pédiatriques, qui sont des programmes qui prennent de façon générale un certain nombre de maladies qui a progressé depuis 20 ans, voire depuis 1974 que les PEV existent, qui ont progressé à aujourd'hui, voire 15, voire 16 antigènes dans les programmes des pays. On recommande des vaccinations adultes sur des populations en fonction de leur risque. Ça va être un risque lié à l'âge, ça va être un risque lié aux comorbidités, ça va être un risque lié à la profession, au voyage, etc. Et ça, ce sont les organes nationaux qui font cela, donc tous les organes de recommandation. Donc, sur En la d'autres partie, termes, on ne doit pas vacciner tout le monde pour tout, mais il existe bien, en fait, en fonction du risque de la population et aussi du ciblage, on va dire, en termes donc, de santé publique, on peut proposer donc des vaccins à des groupes de population. c'est en cela que l'épidémiologie et les datas sont importants, et je le dis tout le temps, on ne peut pas faire ce genre de choses si on ne sait pas ce qui se passe dans nos populations. Si tu ne sais pas où sont les risques, si tu ne sais pas, au niveau professionnel, on le sait. Si vous entrez dans un laboratoire où vous manipulez des virus pour lesquels il y a un vaccin, on vous fera vacciner. C'est professionnel. Si vous voyagez aujourd'hui, on vous fait vacciner pour certaines choses. Et dans beaucoup de pays, notamment chez l'adulte, on vous fera vacciner où il y a un risque d'attraper une pneumonie à pneumocoque parce que vous aurez un risque de comorbidité lié au diabète, lié à l'insuffisance rénale, lié au BPCO, ce genre de choses. Donc, ces ciblages-là doivent être faits sur une analyse très pointue des données locales. Donc, ce n'est pas quelque chose d'homogène partout. Et c'est pour ça qu'il faut renforcer aussi les pays avec des structures qui évaluent, qui analysent et qui recommandent. Et pour ça, il faut avoir des données. Si vous ne les avez pas, vous ne pouvez pas le faire de manière efficace. Je ne sais plus quelle était la question, JL, sur l'industrie et La question était sur le bénéfice que les industries font sur les vaccins, font à ce que donc le département donc de pharmacovigilance Ah au oui, sein de ces industries-là, qui, comme oui, le docteur Ndé l'a mentionné tout à l'heure, un département qui est fait de médecins, c'est-à-dire que des oui. médecins qui travaillent donc pour les industries. Est-ce que on ne va pas se dire que ces médecins sont un peu de connivence avec l'entreprise qui ne vont pas tout le temps aller dans le sens donc de l'entreprise en disant bon, on ferme un peu les yeux sur ce qu'il y a tant qu'on gagne de l'argent. Oui, oui, il existe des départements pharmacovigilants. C'est pas que des médecins. Souvent, c'est des tas d'autres personnes avec d'autres compétences qui ont de l'expérience dans ce domaine. Et deuxièmement, il faut savoir que c'est pas l'industriel qui fait la pharmacovigilance dans le pays où le vaccin est. Ça relève des fonctions et des prérogatives des instances de santé publique. Bien sûr, les industriels ont des remontées parce qu'ils ont besoin de savoir qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on trouve sur leur pays. Ces remontées peuvent être directes par la population, par différents canaux, mais ces remontées peuvent être aussi et surtout par des organes nationaux de surveillance. C'est-à-dire, on sait quand quelque chose a été reporté. Il y a des hotlines pour ça, il y a des numéros de téléphone. L'industriel a besoin de savoir qu'est-ce qu'on trouve sur son vaccin, mais il n'intervient pas. C'est un professionnel de soin, un enfant qui dit, ah, celui-là, il a développé un truc, il le remonte quand il sait qu'il peut le faire.
ce que Francis a dit, c'est pas toujours évident que les gens sachent même qu'ils doivent remonter ces informations-là. Il faut les rééduquer. Donc, il n'y a Mais au pas sein de pollution à l'industrie, ce niveau parce qu'il n'y a pas d'intervention de l'industriel qui est un fournisseur d'une solution et la solution est mise en place par des gens dont c'est la prérogative. mais Edouard, au sein de l'industrie, parce que je voulais que tu en touches un mot, Oui. avant la mise sur le marché donc d'un vaccin, il y a quand même un département, donc notamment qui fait partie de l'un des départements où tu travailles, Oui, qui donne un avis scientifique très poussé sur absolument. la mise sur le marché donc d'un vaccin. Et on Oui. peut se poser la question de savoir si ce département-là, est-ce que c'est un département qui, en fait, est toujours ami avec les patrons pour dire, bon voilà, nous on dit ce que vous voulez bien qu'on dise et on met donc le vaccin donc sur le marché, ou bien voilà, c'est plutôt donc des gens qui sont soucieux ou bien qui vont pouvoir, avec la pertinence qu'il faut, dire un mot sur la mise sur le marché d'un vaccin ou pas. Mais pour te répondre, il faut que tu comprennes que dans toutes les phases de développement dites cliniques, au cours desquels on va chercher la sécurité, la safety de ces vaccins-là. Pratiquement à chaque étape, il faut savoir si le vaccin est sûr, si l'innocuité est correcte, en plus de chercher s'il est efficace et s'il déclenche une réponse immunitaire correcte. Toutes ces données sont relevées, toutes ces données font partie du processus d'évaluation de ce vaccin-là avant sa mise sur le marché. Le niveau de contrôle de qualité est impressionnant. Le niveau de rigueur et d'exigence des organismes d'évaluation est horrible. C'est-à-dire, c'est à peine si, en suivant tous ces processus aujourd'hui, on peut mettre un vaccin sur le marché. Il n'y a pas que les vaccins, il y a d'autres choses. Au niveau réglementaire, donc ça fait partie des cahiers des charges exigés sur la sécurité des produits avant de les mettre sur le marché. Ces choses sont évaluées. Ces choses sont évaluées et ces choses continuent d'être suivies tout au long du cycle de vie de ce vaccin-là. À la fois par ceux qui le mettent en place, parce que oui, il y a des phases de suivi post-introduction sur le marché, une fois que ces étapes ont été passées et ne sont faites pas que par les industriels, mais elles sont faites aussi de façon indépendante par des organismes publics ou par des réseaux de recherche. Donc, il y a une convergence d'informations qui, à la longue, réduit les risques de collusion et de manipulation de données. Après, on peut passer à côté de beaucoup d'autres choses, mais sur la question de est-ce qu'on manipule des données de sécurité pour introduire un vaccin, si vous faites cela, vous tuez votre vaccin dans l'œuf et vu ce que les gens ont investi, ils ont plutôt besoin d'avoir un vaccin qui marche qu'un vaccin qui ne marche pas. Et je vais te donner un exemple récent, qui est l'exemple du vaccin Dengvaxia. C'est une histoire qui est publique. C'est le vaccin que Sanofi a mis en place contre la dengue, qui n'a pas mis très long sur le marché parce qu'à peine il a été approuvé dans 3 pays, on s'est rendu compte qu'il y avait des personnes qui avaient développé, qui n'avaient jamais été en contact avec la dengue, qui développaient pourtant une forme grave. Et une association a été faite donc avec le fait que c'est le vaccin qui devait être à l'origine de ça. Du coup, le vaccin a été retiré. Dengvaxia a été retiré du marché en moins d'1 an. C'est pour te dire qu'on a plutôt besoin, quand on développe un vaccin, qu'il marche et que les doses soient données aux gens et qu'ils les guérissent. Parce que plus il est sûr, plus il y a de la sécurité, plus il y a des marchés qui vont le prendre, plus il y a des pays qui vont le recommander. Et si on va sur un point de vue strictement retour sur investissement, c'est plutôt bénéfique pour un industriel d'avoir un vaccin qui marche. Et un effet indésirable, croyez-moi, il ne se cache pas. À un moment donné, on va tomber dessus. Docteur Djikossi, la pharmacovigilance, le rapport des effets secondaires, comment est-ce que ça se passe sur le terrain? Merci Jean-Louis. Je pense qu'il y a beaucoup de nos auditeurs qui ont sûrement déjà entendu parler de MAPI comme manifestation adverse post-immunisation. Donc, ce sont des réactions de mineurs modérées à graves qui peuvent survenir à l'issue ou après la vaccination. Il faut dire que dans tous les pays ont déjà obligation d'avoir un groupe consultatif, un groupe d'experts qui planchent sur les effets secondaires qui sont rapportés à l'échelle nationale.
Et dans chaque formation sanitaire où le programme élargi de vaccination se déploie, ou alors la vaccination des voyageurs se déploie, ce comité d'experts MAPI là, existe. Donc, c'est un comité neutre qui va rapporter et qui va plancher sur les dossiers qui lui sont soumis par le programme élargi de vaccination relatif à la notification d'effets secondaires. Donc, dans chaque formation sanitaire, il y a toujours une séance d'éducation qui précède l'administration des vaccins, au cours de laquelle on informe l'usager sur les potentiels effets secondaires qui peuvent survenir après la vaccination. Et chaque fois qu'un parent vit ou alors remarque l'un de ces effets secondaires-là, il est invité à pouvoir le notifier à la formation sanitaire qui a vacciné l'enfant. Et il existe des formulaires au niveau des formations sanitaires pour pouvoir rapporter à l'échelon de la pyramide sanitaire supérieure secondaire-là. Docteur Djikessi, la vaccination est-elle obligatoire? Est-ce que un parent a le droit de dire que je ne veux pas faire vacciner mon enfant? Ou bien je ne veux pas tel vaccin, je veux avoir tel autre vaccin plutôt? Cameroun, le seul vaccin qui est obligatoire pour l'entrée dans le territoire camerounais reste le vaccin de la fièvre jaune. Il n'y a pas une loi qui oblige un parent à faire vacciner son enfant. Donc, le gouvernement camerounais opte pour une stratégie de consentement éclairé. Donc, on informe le parent des bénéfices de la vaccination et il doit pouvoir choisir délibérément s'il vaccine ou pas. Le comité MAPI, comme je le disais, a cette obligation-là, lorsqu'un parent a notifié un effet secondaire grave, de plancher sur l'événement qui est survenu pour voir quel est le lien de causalité effectif entre la vaccination et la survenue de ces effets secondaires-là. Et Dr Francis le disait encore tout à l'heure, très souvent, à l'issue des enquêtes, on ne va forcément établir un lien de causalité. Ça permet également d'ouvrir la fenêtre pour pouvoir expliquer pourquoi est-ce qu'on se retrouve souvent avec des échecs de vaccination. Pourquoi des effets secondaires après la vaccination. On va pas, par exemple, vous dire qu'on ne va pas vacciner un enfant qui fait déjà une fièvre, parce que s'il a sa fièvre qui est concomitante, elle peut s'exacerber et ça se complique. Donc, il y a un ensemble de messages clés, d'informations clés que nous pensons que la population doit pouvoir connaître. Davantage renforcer la communication là-dessus permettrait d'améliorer l'acceptation de la vaccination. Merci Tatiana. Donc ça me permet donc d'embrayer et d'aller vers le docteur Emmanuel Nono qui nous a rejoint, qui est médecin, qui a comme lien d'intérêt, qui travaille donc pour Sanofi Aventis, qui est spécialiste aussi donc de la vaccination donc sur le terrain pour son entreprise donc depuis plusieurs années. Docteur Nono, l'information que les médecins reçoivent sur la vaccination, parce que le médecin, il est formé à l'université, il a des cours donc sur la vaccination. Le développement de la vaccination va très rapidement, les nouvelles technologies. Donc, et on a dit précédemment qu'il est tellement important que l'information soit bonne. L'information que l'autorité sanitaire transmet aux populations, l'information aussi que le médecin transmet aux populations. Donc, de ton expérience sur le terrain, la relation avec les médecins, l'information entre l'industrie et le médecin sur le terrain, et l'industrie et la population. Merci Jean-Louis de me passer la parole. Bon après-midi à tous les panélistes, bon après-midi aux différents auditeurs. J'espère que tout le monde me suit. Merci pour ta question Jean-Louis. Effectivement, le docteur Bessem l'a déjà dit, je ne vais pas revenir dessus. Le plan mondial de stratégie de prévention, en fait, le plan mondial de stratégie, on va dire, qui est un peu ce plan qui se base en fait sur les différentes étapes de production du vaccin, ont pour but de sensibiliser. Et la sécurité du vaccin, en fait, cet aspect que nous mettons en avant. Mais avant, derrière, j'aimerais peut-être revenir un tout petit peu, comme vous l'avez tantôt dit, docteur Jean-Louis, l'importance de connaître, d'avoir la bonne information par rapport au vaccin. Il est important de connaître un peu ce processus complexe qui est la fabrication du vaccin
pour comprendre pourquoi est-ce que dans le vaccin, on a une certaine différence comparée peut-être aux médicaments. Et effectivement, il serait important de sensibiliser les professionnels de santé sur ce processus complexe pour qu'ils comprennent les différents procédés de fabrication du vaccin, la complexité justement qu'il y a derrière, pour qu'eux aussi derrière puissent pouvoir sensibiliser les populations. Et ce qui nous permet de revenir un tout petit peu sur ces étapes rapidement pour dire que dans le processus de fabrication du vaccin, le docteur Betsem l'a dit avant, il y a la recherche, mais dans le processus de production, on a différentes étapes qui sont un peu complexes en fonction des techniques. Et on pourrait associer ces étapes partant déjà de l'acheminement des matières premières, qui sont les matières avec lesquelles on va faire les vaccins. Ensuite, l'association de ces différentes matières en termes de production des antigènes, qui sont ceux qui vont être utilisés justement pour la fabrication du vaccin. On va dire un tout petit peu les différentes étapes de remplissage, de conditionnement, la libération des lots. Toutes ces étapes, il faut préciser que ces étapes peuvent ne pas se faire sur le même site de production. Donc, nous avons sur les différents pays des vaccins pour arriver au vaccin final, un vaccin qui peut être initié sur un pays, une étape qui peut être initiée dans un pays, être délocalisé vers un autre site pour une autre étape de la production du vaccin. Et ceci peut généralement mettre entre 6 mois et 22 mois en fonction du type de vaccin qui sera mis sur le marché. Ça me permet une question naïve, hein, docteur Nono. Ça me permet une question très, très naïve. Parce que on vaccine donc contre la plupart, donc, du moins, c'est un grand nombre donc, de maladies infectieuses. L'Afrique est touchée donc par les maladies infectieuses. L'Afrique fabrique ses vaccins. Du moins, est-ce que si ce n'est pas le cas, est-ce qu'on peut imaginer que dans quelques années, on soit quand même autonome dessus? Parce que c'est quand même quelque chose qui nous touche, nous. Et il faudrait qu'on puisse en parler. Votre avis, docteur Nono? Merci, docteur Ngewa. Une très pertinente question d'ailleurs. Pourquoi? Parce qu'effectivement, ce que nous constatons des différents sites industriels qui sont présents en termes de production de vaccins, nous avons jusqu'à présent, de notre connaissance, des données que nous avons, auxquelles nous avons accès, des sites qui sont présents en Afrique du Sud, qui est le seul pays actuellement dont nous avons connaissance. Donc maintenant, dans les différents pays africains, nous ne sommes pas encore à ce niveau de standing. Et effectivement, ça devrait attirer notre attention sur ce besoin qu'est le nôtre de pouvoir avoir sur nos différents pays ou sur des pays, les différents sites. Mais il faudrait aussi préciser, docteur Jean-Louis, pour les différents auditeurs, comme l'a rappelé un docteur Betsem, ce sont des coûts derrière en termes de préparation, parce que pour bien fabriquer ces vaccins ou encore même ces médicaments, on a besoin de bonnes pratiques de fabrication de ces différents vaccins. Et donc, ce qui demande énormément d'avoir des fonds qui permettraient de mettre en avant ou des processus qui permettront donc d'avoir les vaccins. Et je l'ai tantôt dit tout à l'heure, ça pourrait ne pas être un site où on produit le vaccin lui-même, mais qui peut être l'une des étapes dans le processus de production du vaccin, comme on le disait tantôt. Donc, on va aller donc sur le forum parce que donc Ulrich me lève la main depuis tout à l'heure en ayant donc me disant qu'il y a des questions plutôt chaudes donc qui viennent donc du forum. Ulrich, de ton côté, que dit-on? De mon côté, il y a plein de questions qui fusent, mais la plupart des intervenants sont subjugués et satisfaits des réponses qui sont nettement données. Notamment, il y avait une préoccupation qui était celle de Carole Camois, à laquelle le docteur Diokessi avait répondu. C'était une petite polémique qui avait lieu dans son lieu d'école, où les parents étaient obligés de faire vacciner les enfants. Donc, il n'y avait pas une question il n'était pas question de consentement éclairé, mais à laquelle le docteur Diokessi a su répondre et voilà, les gens sont informés. Mais par contre, il y avait une question de Elie Bersot qui se posait la question de savoir quelles sont en fait les limites au vaccin. Sur les limites, on en parle donc tout le long donc de l'émission. On aura donc le temps un petit peu donc de revenir dessus.